effectivement, on a une chance importante en tant que médecin, on n'a qu'une espèce à traiter, mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça, quand même. Nous, on n'a pas le droit de proposer la réforme, par exemple, donc ça limite quand même un peu les possibilités. Et pour ce qui est de l'observance, c'est pas toujours mieux que les animaux, et des petits enfants ou des personnes démentes, ça peut avoir la même tête que le chat que vous nous avez montré quand on leur propose des comprimés. Donc voilà, c'est pas simple non plus. Alors, je passe ces diapos comme ça sur le bouton de droite. Ok, donc nous sommes les premiers coupables, puisque les plus gros prescripteurs d'antibiotiques, en tout cas en médecine humaine, je me limiterai à ça. Donc nous sommes une population cible importante d'amélioration des pratiques. Suivante. Donc qu'est-ce qui existe ? Il existe la formation médicale continue. On sait que voilà, ça a un impact assez limité sur les pratiques, puisque c'est toujours les mêmes qui y vont, et que même sur cela, ça n'a pas un impact extraordinaire. C'est vrai. La formation continue modifie très peu les pratiques, ça a été démontré. Alors, on a une petite expérience en région centre depuis une quinzaine d'années sur ce qu'on appelle des groupes qualité de médecine générale, qui sont des groupes d'analyse de pratique, hein, mais ça existe aussi dans d'autres régions à une plus grande échelle. Suivante. Donc il s'agit, alors je ne vais pas vous faire le détail, hein, vous avez l'exposé, je ne vais pas vous lire ligne à ligne, mais enfin c'est des groupes de médecins généralistes qui se réunissent 10 fois par an pour traiter différentes thématiques et analyser leurs pratiques. Et il se trouve que régulièrement, une des thématiques qui revient régulièrement, c'est la prescription d'antibiotiques et l'antibiorésistance. Et ces médecins reçoivent 2 fois par an de la part de l'assurance maladie une évaluation sur 14 indicateurs de leur pratique, dont 3 sont sur la prescription des antibiotiques. Ça devrait rassurer un peu le CRATB. Voilà, vous avez les thématiques, hein, c'est sur le nombre d'antibiotiques, nombre d'ordonnances comprenant un antibiotique, et sur le traitement de l'insuffisance urinaire non compliquée de la femme. L'analyse démontre que grâce à cette pratique, eh bien, les médecins qui sont engagés dans ces groupes ont des prescriptions plus vertueuses, pas seulement sur les antibiotiques, mais globalement sur un certain nombre de médicaments et sur un certain nombre de prises en charge. Donc, dans la dernière convention, l'assurance maladie a décidé de tenir compte de ce retour et de proposer, de valoriser, de généraliser ce mode de fonctionnement, de le proposer à tous les médecins généralistes et de le valoriser, c'est-à-dire de les indemniser pour le temps qu'ils y consacrent. Voilà, ça c'était pour faire un état de lieu de ce qu'il se fait. Et tac. Il y a aussi des outils d'aide à la prescription. On est un certain nombre à utiliser de plus en plus un outil que un bon nombre de médecins, y compris hospitaliers, j'imagine, connaissent, puisqu'ils participent à sa mise à jour, qui s'appelle Antibioclic, qui est un outil en ligne, une application qui permet au cours de la consultation de choisir d'abord si un antibiotique est nécessaire à la prise en charge de la pathologie auquel on est confronté, et deuxièmement de donner les références, les recommandations en termes de choix et de durée de l'antibiothérapie pour limiter les usages inadaptés et le développement de résistance. Et nous avons aussi dans notre pratique nos référents spécialistes, en particulier infectiologues, qui sont facilement joignables. On a tous un numéro sur notre portable quand on est dans des situations complexes de prise en charge de pathologies infectieuses. Donc, quelles sont les problématiques en médecine générale ? Parce qu'il y a ce qui existe, mais on a bien vu que ce n'était pas suffisant, puisque on reste des très gros prescripteurs en France, hein, à peu près 30% de prescriptions en plus que la moyenne des autres pays européens. Ça fait beaucoup pour un pays dit développé.
Alors, quelles sont les problématiques? Les situations dans lesquelles il n'y a pas d'indication à la prescription d'antibiotiques, qui sont quand même la majorité des situations en médecine générale. Toutes les bronchites sont virales, toutes les rhinopharyngites sont virales, bon, voilà. Mais il y a la pression des patients, il y a la problématique de la démographie médicale qui fait que, on a parlé de formation tout à l'heure, eh bien, quand faire cette formation? Parce que en médecine libérale, c'est obligatoirement sur des temps en plus du temps de travail. C'est du temps aussi pour expliquer aux patients, c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer à un patient qu'on ne va pas lui prescrire un antibiotique quand c'est sa demande que quand on va lui en prescrire un. Et ce qui n'est pas un problème, et ça c'est pour alimenter le débat avec le CRATB, puisque nous avons déjà eu cette discussion. Ce qui n'est pas un problème, c'est les situations complexes, parce qu'on a déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos ressources. Alors, quels seraient les leviers? Proposer des formations, dupliquer ce qui se fait en établissement, ou alors mettre en place une réelle communication grand public. Ça a été évoqué par M. Teboul tout à l'heure. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça a eu un effet, un impact important sur la demande des patients. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a eu un impact réel. Depuis, on n'a eu aucune réelle campagne de sensibilisation de qui que ce soit sur quoi que ce soit. Et ça, c'est des moyens qu'on n'a pas. C'est promouvoir l'usage d'outils comme Antibioclic. Je pense vraiment que c'est assez facile d'inciter les médecins à avoir recours à ça. J'ai oublié, et c'est la discussion avec une collègue pharmacienne à la pause qui m'a fait remettre ça en tête. J'ai oublié les TROD pour les angines qui sont sous-utilisées et qui sont surtout un argument pour faire visualiser aux parents souvent ou aux patients qu'il n'y a pas besoin d'antibiotiques, même si 9 fois sur 10 on le fait en connaissant le résultat à l'avance, mais ça permet d'avoir un argument. C'est se mettre tous, utiliser tous les moyens de communication possibles. On a des organisations professionnelles, l'Union régionale des médecins, mais il y a aussi des associations de formation. Il y a aussi l'assurance maladie, les délégués de l'assurance maladie qui rencontrent régulièrement les médecins et les médecins conseils. Et puis, c'est informer aussi sur ce qui existe déjà en termes d'expertise de cas complexes, avec l'amplification qui a été donnée récemment, je ne sais pas si vous utilisez déjà, mais Omnidoc, qui est un outil de téléexpertise, avec un nombre d'experts qui a augmenté de façon exponentielle au cours des derniers mois, et qui est de solliciter les experts via cet outil. C'est très simple et on a des réponses rapides. Alors j'ai essayé de faire un état des lieux assez bref pour ne pas vous saouler en fin de journée, parce que je pense que des informations, vous en avez eu pas mal. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup plus de vétérinaires que de médecins, mais je suis ouvert aux questions, aux propositions. Alors, des questions sur je sais pas si la pratique des médecins libéraux sur la prescription d'antibiotiques, etc. Les médecins généralistes, est-ce qu'il y a des questions? Ou des commentaires ou des conseils, on est preneurs. Conseils, personne n'oserait. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Adrien. Merci beaucoup pour ce topo qui pose effectivement les problèmes. Il y a une vraie problématique de communication grand public, parce que les antibiotiques, c'est pas automatique, ça avait bien marché. Il y a eu 4 slogans depuis, mais qui sont passés totalement inaperçus. Et pourtant, il y a eu pas mal de moyens mis dessus. C'était affiché partout, dans le métro, sous les abribus, dans les gares, etc. Et ça marche pas très bien. On a l'impression que tous les patients ont retenu les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais quand il s'agit de soi, c'est un peu plus difficile. Et qu'on est encore vraiment dans cette culture de l'antibiotique magique qui va permettre
de soigner ma bronchite parce que ça fait quand même 2 semaines que je tousse, c'est pas normal, il faut que vous me donniez quelque chose pour que ça cesse. Et on donne quelque chose, et effectivement, comme par magie, ça s'arrête au bout de 5 jours, parce que c'est la durée moyenne en fait de tout dans une bronchite. Et la question, c'est comment améliorer l'information des patients à ce sujet-là. Quelles sont les pistes au niveau individuel du colloque médecin-malade. Et vous l'avez dit ensuite, le deuxième point, c'est pour les formations, les FMC, ça marche pas. Alors je pense quand même que ceux qui viennent toujours en FMC, ils ont des pratiques qui sont probablement un peu plus vertueuses. J'étais provocateur volontairement. Je sais bien. J'ai bien entendu, on avait déjà eu la discussion. Oui. Mais la question, c'est comment toucher ces fameux médecins qui sont complètement débordés, qui sont complètement burn-out, qui sont complètement à l'écart de tous ces cursus de formation, et comment sensibiliser à ces problématiques de bon usage ou de meilleur usage des antibiotiques. Il y avait 2 questions. La première partie, c'était sur la communication grand public. Si les messages génériques ne marchent pas, il faut peut-être rentrer dans des choses plus didactiques sur l'histoire naturelle de certaines maladies. Vous avez évoqué la bronchite, le plus fréquent c'est la rhinopharyngite, etc. De communiquer sur le fait que c'est d'origine virale, le fait que ça guérit spontanément, le fait que si on mouche jaune ou vert, ça ne veut pas dire qu'il y a une surinfection, le fait que parce qu'on tousse depuis 15 jours, ça ne veut pas dire qu'il y a une complication, etc. Enfin bon, tout ce qu'on connaît très bien, mais c'est peut-être là-dessus qu'il faut axer la communication, parce que c'est ces pathologies-là qu'on voit régulièrement. Alors ça, c'est par rapport au message grand public, même si ça devient un petit peu plus compliqué que de dire les antibiotiques, c'est pas automatique, on est bien d'accord. Mais on peut espérer, au fur et à mesure, avoir misé sur l'intelligence des gens, c'est pas forcément une connerie. Donc il faut aussi considérer qu'on n'a pas forcément affaire à des débiles, quoi. Donc on peut aller un petit peu plus loin dans la construction de la communication. Ça, c'est la première chose. Par rapport aux médecins qui ont une importante activité, qui ont du mal à dégager du temps, etc., eh bien, je pense que maintenant, on a quand même... Antibioclic en est un exemple. On a quand même des outils qu'on peut s'approprier très vite et qui sont utilisables dans le temps de la consultation. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu qu'on ait vraiment réfléchi à la communication sur ce type d'aide à la consultation. Non, mais je sais qu'on en a déjà parlé, etc. Après, par qui voilà, c'est le canal, et je pense que plus on multipliera les canaux, mieux ce sera. Moi, je propose les organisations professionnelles et l'assurance maladie, mais voilà, après, il y a, suivant les spécificités de chaque confrère, l'assurance maladie, ça peut être mal vécu, l'URPS, ça peut être mal vécu, le syndicat, ça peut être mal vécu, enfin bon, voilà, mais il faut tout tenter, oui. Alors, je prétends pas du tout avoir de réponse, mais par contre, nous, dans notre profession, il y a un certain nombre de formats qui ont vachement évolué ces dernières années sur de la formation continue, à savoir des formats courts, par exemple un replay de 30 minutes ou 45 minutes, donc c'est quand même un temps qu'il est plus facile de trouver dans son emploi du temps, voire même, et nous qui sommes en tant que mixte pas mal dans nos voitures, il y a même maintenant des podcasts. Donc on est en voiture et tu peux te former avec une oreille qui écoute un message sur ce qu'on veut, mais en tout cas sur des formats faciles grâce aux nouveaux médias, quoi. On propose des webinaires de courte durée à différents horaires, etc. Le problème, c'est que, encore une fois, ce sont toujours les mêmes. Et nous, on fait plus de visites. Enfin, on est très peu à faire encore des visites. Et on ne fait pas les distances que vous faites vous. Voilà. Mais bon, tout est envisageable. Mais les webinaires, les formats courts, etc., oui, bien sûr. Bien sûr, mais ça se fait déjà. Il y a un point qui est important, c'est que, en fait, quand on est en situation de devoir faire, d'une prise en charge, la prise en charge, elle s'adapte au diagnostic qu'on a fait. Et ce qui est
marquant, c'est que vous avez expliqué que vous, avec le plan éco-antibio, vous avez implémenté le fait de documenter les infections. Et c'est probablement un des points sur lequel on a les outils qui nous permettraient, dans certains cas, de documenter, que ce soit les rhinopharyngites ou les infections respiratoires, mais avec des outils de biologie moléculaire qui sont accessibles au laboratoire. Mais pour le moment, ces outils-là sont pas forcément diagnostiqués. Donc, à l'hôpital, c'est facile de faire des diagnostics. On a accès à un plateau technique, au scanner, à tout ça, et donc c'est relativement facile. Pour avoir fait faire une mission au Togo sur le bon usage des antibiotiques, c'est pareil. Aller prêcher du bon usage des antibiotiques quand il n'y a pas de laboratoire de biologie, il n'y a pas de scanner, et que les patients ils payent tout, donc ils doivent choisir entre soit l'hémoculture, soit l'antibiotique, bah, c'est pas exactement la même. On peut pas faire la même chose. Et un des problèmes, c'est que le bon usage des antibiotiques vient beaucoup de l'infectiologie, qui est très hospitalière, et c'est des patientèles, des situations cliniques que nous, on ne voit pas. Et on a du mal à calquer, à pouvoir transposer exactement les raisonnements infectiologiques où on a une documentation, un traitement adapté à la réalité du terrain, de la consultation de médecine générale, où en fait on voit plein de patients sans forcément une possibilité de confirmer le diagnostic qu'on a évoqué. Oui, c'est sûr, mais comme dans la plupart des situations, de toute façon, la pathologie est virale, dire avoir accès à un test diagnostique, c'est pas trop ça qui est intéressant, c'est de savoir que dans cette pathologie-là, il y a pas, on ne doit pas proposer de traitement antibiotique, c'est beaucoup plus simple que ça. D'autre part, autrement, les recommandations, on peut y avoir accès très rapidement, et quand on est en premier recours, voilà, ça, en dehors de certaines situations très particulières, il n'y a pas vraiment de plus-value à avoir un accès à du diagnostic rapide. Je ne pense pas que ce soit ça. Ça coûtera peut-être un peu plus d'argent, ça fera perdre un petit peu plus de temps, mais ce n'est pas le problème de fond sur la grosse majorité des situations cliniques qu'on rencontre en médecine générale. Je ne dis pas qu'on rencontre que des rhumes et des bronchites, hein, mais c'est quand même en pathologie infectieuse le plus fréquent. Il y a une autre question là-bas au fond. Non, mais en fait, ça recoupe un peu. Moi, ce que j'allais dire, c'est que nous, en veto, il y a beaucoup de prélèvements qu'on fait nous-mêmes, donc on a cet avantage-là, mais en médecine humaine, c'est vrai que quand on a un problème, eh ben, on nous renvoie voir quelqu'un d'autre, qui nous renvoie vers quelqu'un d'autre, et puis tout d'un coup, on a pris 10 ans, et c'est très très long. Et en fait, nous, on arrive en veto à faire les examens complémentaires. Après, on l'envoie au laboratoire et on a une bactério, par exemple, qui est déjà assez longue. Et donc, je recoupais un peu en disant que peut-être si vous aviez accès à des examens complémentaires plus facilement, plus rapides, on pourrait peut-être diminuer l'utilisation d'antibiotiques par le diagnostic ou au moins le prélèvement. Mais bon, c'était... Oui, mais quand on a besoin, il y a quand même pas mal de laboratoires de biologie médicale qui font des PCR et qui nous permettent de screener certaines situations, en particulier sur des diarrhées aiguës un petit peu qui ont une présentation un petit peu inquiétante. Maintenant, on a des PCR multiplex et des choses comme ça et qui permettent d'avoir le temps d'avoir le retour de l'examen avant de prendre une décision thérapeutique. Donc, on n'est pas démunis, hein. Après, encore une fois, c'est pas le plus gros des situations dans lesquelles il y a cette prescription inadaptée d'antibiotiques. Bien. Moi, juste une remarque quand même, depuis qu'il y a eu la problématique d'antibiotiques qui n'étaient plus disponibles, on a quand même mis en place dans les pharmacies la possibilité par les médecins quand même de prescrire, de marquer sur l'ordonnance en fait les antibiotiques à l'unité. Et je pense que les médecins ne se sont pas emparés en fait de poursuivre cette pratique qui est finalement de demander aux médecins
de donner le bon nombre de comprimés par rapport. Je pense que ça s'est pas tellement étendu. Écoutez, je ne veux pas renvoyer la patate chaude, mais quand on met, excusez-moi, 3 comprimés par jour pendant 5 jours, je pense qu'on a fait le boulot. Après, la dispensation, c'est plus notre problème. Hein. Chacun son boulot. Encore une fois, c'est pas... Ne le prenez pas à titre personnel, c'est pas une pique contre les pharmaciens, mais il y a un moment, on entend régulièrement parler de transfert de compétences et tout ça. Là, c'est pas une histoire de transfert de compétences. Il y a un nombre de comprimés par jour et une durée. Donc après, voilà. Et maintenant, vous allez être obligé de... Enfin, je ne sais pas si c'est effectif, mais maintenant, vous ne pourrez plus faire que les ordonnances informatiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas un outil qu'on pourrait développer pour, lorsqu'on prescrit un antibiotique, qui a un diagnostic obligatoire associé? Ça forcerait, je pense, le médecin. Parce que quand on prescrit un antibiotique, nous, ce qu'on le disait, c'est qu'une fois sur 2, en fait, on prescrit par excès, parce qu'on prescrit sans avoir un diagnostic. Est-ce que le fait de devoir faire une prescription d'antibiotiques avec forcément derrière un diagnostic marqué, est-ce que ça ne force pas le médecin à réfléchir sur sa prescription? J'espère qu'il a réfléchi avant. Pas forcément, oui. Ah ben ça c'est, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Et après de toujours devoir se justifier de nos prescriptions, on a déjà une petite histoire conflictuelle sur les analogues des GLP-1. Si à chaque fois qu'on fait une prescription, il faut remplir un document complémentaire pour expliquer pourquoi on a fait la prescription. Après, en termes aussi de secret professionnel par rapport aux patients, voilà, je pense qu'il y a d'autres dimensions sur le fait de mettre un diagnostic sur une ordonnance. Hein. Juste un dernier moment. Ouais, il y a un truc que je comprends pas, parce qu'en fait, si 9 fois sur 10, vous savez que c'est viral, etc., c'est donc le patient qui vous croit pas? Vous avez besoin de lui démontrer par un test ou par une ordonnance de non-prescription. J'ai vu même au ministère, à un moment, il parlait de ça, de faire des ordonnances de non-prescription. Donc, en fait, il y a un problème de relation. Enfin, pourquoi les patients... Moi, si quelqu'un me dit « t'as pas besoin d'antibiotiques » et que la personne en face de moi est médecin, je le crois. Oui, ça c'est effectivement un problème de communication, mais après, encore une fois, c'est plus... je ne dis pas que c'est défendable. Ce que je dis, c'est que c'est plus rapide de satisfaire la demande de quelqu'un, mais j'imagine que pour les vétérinaires, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une pression des propriétaires de leurs patients. C'est plus compliqué d'expliquer à quelqu'un, comme l'a expliqué mon confrère tout à l'heure, qui tousse depuis 15 jours, qu'il n'a pas besoin d'antibiotiques. Ça demande du temps, ça fait 5-10 minutes de plus pour la consultation. Bon, voilà, il faut... ça fait partie du travail, je suis d'accord, c'est notre responsabilité, je suis d'accord. Il se trouve que la vraie vie... c'est qu'on prescrit 30% d'antibiotiques en plus que la moyenne des autres pays européens. Donc il y a un problème. Mais il n'est pas, le problème, il n'est pas... C'est pour ça que je proposais une liste de leviers qui n'est pas exhaustive, qui est juste pour faire réfléchir. Hein, voilà. Mais on peut allonger la liste, il n'y a pas de souci. Mais il y a un problème et il faut voir quels sont les leviers dont nous disposons pour modifier les pratiques. Et encore une fois, mettre en place, valoriser une démarche d'analyse des pratiques, je pense que ça fait partie des choses intéressantes, puisque ça a démontré son efficacité sur les médecins qui le font. Donc ça vaut le coup d'essayer de généraliser cette démarche, mais c'est pas le seul... Voilà. Après... Bon, vous êtes au courant, hein, actuellement, on nous demande de voir de plus en plus de patients par jour, de prendre en charge de plus en plus de patients, et on a des situations de plus en plus complexes on ne fait pas que de la pathologie infectieuse, hein, heureusement, et donc voilà, des choses, des pathologies qui
sont censés représenter des consultations rapides, parce que ce n'est pas des choses compliquées, qu'il n'y a pas de risque majeur pour le patient. C'est une consultation sur laquelle on gagne un peu de temps par rapport à la consultation d'un patient complexe qui va nous demander une demi-heure, des fois un problème, un patient polypathologique, un problème psychiatrique, tout ça, ça nous demande souvent beaucoup plus de temps. Voilà, c'est ça la vraie vie. C'est pas une excuse, c'est une explication. Et si on ne regarde pas les choses en face, on n'a aucune chance de proposer des solutions qui vont modifier les pratiques.